vrai que malgré la déontologie de notre profession, les médecins ne sont souvent pas d'accord entre eux. Et ils voient beaucoup de choses en termes de concurrence, aussi bien les maisons de santé que la télémédecine. Donc à la fois ils se disent débordés et à la fois ils ne veulent pas qu'on leur donne des solutions qui vont leur permettre de travailler moins, parce qu'il y a cette angoisse qui remonte à une trentaine ou une quarantaine d'années du médecin qui n'a pas de travail. Voilà pourquoi je pense que les patients, eux, sont prêts. Alors il y a eu une enquête qui a été faite en 2017 sur les intentions des patients qui montrent que près d'un patient sur deux est déjà disposé à contacter un médecin à distance. La prise de rendez-vous, par exemple, à distance, c'est très très vite démocratisé. Les gens l'utilisent facilement, en particulier les jeunes. Il y a à peu près un cinquième des patients, je crois, qui est déjà allé sur des forums de patients. Alors, c'est pas de la télémédecine, mais c'est de la discussion quand même à propos de problèmes médicaux. Donc, ils ont déjà une expérience de cela. Et pour l'instant, à peu près 3% des patients ont consulté déjà via la télémédecine. Donc oui, j'ai l'impression que les patients sont plus prêts que les médecins. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que les médecins soient prêts ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut leur tirer dessus. C'est un peu expéditif. On va c'est un de mes regrets, mais je pense que la profession devrait être proactive dans ces démarches-là. Donc, il faudrait que les médecins s'enthousiasment un peu plus pour quelque chose, sans toujours se mettre en retrait des innovations, parce que finalement, ils se laissent un petit peu, peut-être pas dépasser, mais ils arrivent avec retard. Ils ne sont pas les moteurs de cette chose-là, et je crois qu'en télémédecine, ils auraient grand intérêt à être les moteurs. Raison pour laquelle on est plusieurs médecins à travailler sur des plateformes de télémédecine, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un sujet de formation ? On en parlait quand on s'est parlé. Oui, alors, en fait, c'est plus que de la formation, c'est que ça fait peur. En fait, techniquement, c'est pas très compliqué. Il faut un matériel simple pour le faire, ça fait peur. Ensuite, il y a quand même un problème de temps médical, parce que on va pas téléconsulter le week-end, on va pas téléconsulter le soir, on va téléconsulter en remplacement théorique de consultation. Donc il faut tout réorganiser, faire un second planning. Donc c'est ça qui fait un petit peu peur aux praticiens. Finalement, quand on le fait, c'est relativement... alors, c'est à la fois simple et complexe. Par exemple, je ne sais pas comment vous équipez vos maisons de santé, mais moi, je travaille dans une très grosse clinique privée où on est ultra informatisé. Sauf que pour faire de la télémédecine, on n'a pas de haut-parleur. On a bien une carte son, mais on n'a pas de haut-parleur et on n'a pas de caméra visio. Et puis si on vient avec notre propre ordinateur, on ne peut pas se connecter à l'internet de la clinique parce qu'il y a trop de sécurité dans les établissements de santé. Donc en fait, il y a des petits problèmes techniques comme ça qu'il faut résoudre. Et les médecins sont tellement débordés qu'ils ne prennent pas le temps de se poser ces questions, je crois. Il faut être réaliste, des solutions innovantes, il n'y en a pas quand il manque des médecins. On ne va pas en inventer. On dit qu'il n'y a jamais eu autant de médecins, mais on compare ça à un moment où la population était de 50 millions d'habitants, alors que maintenant elle est de 60 millions. On ne pense pas aux pluripathologies, on ne pense pas au vieillissement de la population, on ne pense pas à toute la partie prévention que doivent assurer également le corps médical. Donc mathématiquement, c'est pas possible, on ne peut pas. Et moi, je me pose toujours la question, dans le privé, on arrive à avoir des actions, on fait des projets, des protocoles, etc. Mais les réunions, on les fait en dehors de notre temps de travail médical, parce qu'on a besoin de gagner notre vie. Alors que dans les maisons de santé où les praticiens sont salariés, quand ils vont se former, ils ne travaillent pas. Donc on perd encore du temps médical à faire des réunions de synthèse qui sont très importantes. Je ne le nie pas, elles sont essentielles même. Mais elles sont sur le temps qui pourrait être consacré aux patients. Donc c'est mathématiquement, pour moi, il n'y a pas de solution avant 2025. Qu'est-ce que vous pensez de la fin du numerus clausus ? Je pense pas. Non, parce que...
Je pense qu'on va réveiller des terreurs anciennes. En fait, pourquoi en fait, la question, c'est pourquoi ce numerus clausus? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais en train de faire mes études dans les années 70, j'ai commencé après 70, enfin 80. Il y a eu un moment, je me souviens quand j'étais jeune, où on a des médecins qui n'avaient pas de travail. Il y a des médecins qui ont quitté la profession médicale parce qu'ils n'avaient pas de patients, parce qu'ils ne gagnaient pas leur vie. C'est d'ailleurs un moment où pas mal de médecines alternatives se sont développées, parce que justement, il fallait faire venir de la clientèle, et c'est de là que vient cette notion, mais dont il faudrait se débarrasser à tout jamais, c'est que la présence d'un médecin crée des patients. Ça vient de ce moment-là. Alors on n'est plus du tout là-dedans et on n'arrive pas à en sortir. Donc si vous dites aux médecins qu'on va augmenter le numerus clausus, leur peur va revenir. Parce que la baisse du numerus clausus, il faut en avoir conscience. On accuse tous l'État et les tutelles. Ce sont les médecins et les syndicats médicaux qui ont fait pression à chaque fois pour que le numerus clausus ne soit pas augmenté.